L'éthique de la psychanalyse de Jacques Lacan, leçon du 27 janvier 1960. Pour reprendre notre propos sur la fonction que je fais jouer à la chose dans la définition de ce qui nous occupe à présent, à savoir la sublimation, je vais commencer d'abord par quelque chose d'amusant. Après vous avoir quitté l'autre jour dans l'après-midi même, en proie à ces scrupules qui me font toujours regretter de ne pas avoir épuisé, concernant les sujets que nous traitons ici, la bibliographie, je me suis rapporté à un article cité dans les travaux sur la sublimation dont je vous avais donné les repères, difficiles à trouver d'ailleurs. Celui de Glover citait l'article de Melanie Klein dans les Contributions to Psychoanalysis. En réalité, il y a 2 articles dans ce recueil. Le premier, Infant Analysis de 1923, où il y a des choses importantes sur la sublimation en tant qu'elle permet de concevoir ce qu'on pourrait appeler le fait secondaire de l'inhibition, sur des fonctions qui, chez l'enfant, se trouvent, c'est la conception kleinienne, du fait qu'ils sont en fonction de sublimation, suffisamment libidinalisés pour subir secondairement, en tant que sublimation, l'effet d'inhibition de certaines fonctions. C'est dire l'importance des problèmes qui sont ici soulevés, et ce n'est pas à quoi je vais m'arrêter d'abord, puisqu'aussi bien, c'est à la conception même de la sublimation que j'essaie de vous suspendre. Puisqu'à vrai dire, toutes les confusions qui suivent viennent de l'insuffisante vision du problème. Le deuxième article, Infantile Anxiety, Situations reflected in a work of art and in the creative impulse, c'est-à-dire situation d'angoisse infantile en tant que réfléchie dans une œuvre d'art et dans l'impulsion, cet impulse qui est employé, créatrice. C'est le second article et celui que j'avais le remords de n'avoir jamais regardé. Il est court, mais je dois dire que, comme il arrive, il m'a apporté la satisfaction de ce qu'on peut appeler une bague au doigt. La première partie de l'article que je vous signale est ceci. Il est essentiellement constitué, ce que j'ai retenu avec plaisir, car à la vérité, comme c'est à travers une traduction allemande et anglaise qu'elle en parle, ce n'était pas immédiatement évident, par un développement sur cette œuvre musicale de Ravel, sur un thème, un scénario de Colette, qui s'appelle en français « L'enfant et les sortilèges ». Nous voyons Melanie Klein s'émerveiller qu'en somme, l'œuvre d'art colle aussi bien avec la succession des fantasmes infantiles concernant le corps de la mère, avec l'agressivité primitive, avec la contre-agression qu'il en ressent. Bref, c'est une assez longue et très plaisante énonciation de ce qui, dans l'imagination du créateur de l'œuvre, et plus spécialement du musicien, se trouve admirablement accordé avec quelque chose dont la dernière fois, je vous ai effectivement indiqué qu'assurément, c'est dans la direction de ce champ primordial, en quelque sorte central de l'élaboration psychique, que les fantasmes kleiniens, tels qu'ils sont repérés, mis en valeur par l'analyse de l'enfant, nous indiquent quelque chose dont il est déjà frappant de voir, non pas bien entendu d'une façon satisfaisante, l'organisation, la coordination, la convergence avec ses possibilités créatrices, avec les formes structurelles facilement mises au jour dans l'œuvre d'art. Mais la seconde partie de l'article est plus remarquable, et c'est amusant, vous allez voir pourquoi. Il s'agit cette fois d'une référence à un article d'une analyste, Karine Michaelis, qui, sous le titre de l'espace vide, nous raconte le cas clinique suivant. Je vous l'abrège pour que, si vous lisez l'anglais,
vous puissiez facilement vous faire une idée du côté piquant du cas. À la lecture des 4 pages dans lesquelles il est résumé, il est assurément très frappant. Il s'agit d'un cas limite qui ne nous est pas à proprement parler décrit d'une façon telle que nous puissions émettre un diagnostic sûr, je veux dire qualifier la sorte de dépression mélancolique ou non dont il s'agirait sur le plan clinique. Il s'agit d'une malade qui s'appelle Ruth Kjar, qu'elle appelle le peintre. Elle n'a jamais été peintre de sa vie, mais c'est bien là ce qui va montrer ce qu'on peut appeler la merveille du cas. Nous sommes dans le domaine des merveilles de la psychanalyse, ou plus exactement des merveilles qu'elle peut, dans certains cas, mettre en valeur, non sans une certaine naïveté, au centre du vécu de ces crises dépressives. Cette femme, dont la vie nous est très brièvement esquissée, c'est toujours plein de quelque chose qu'elle appelle un espace vide en elle, qu'elle ne peut jamais remplir. Je vous passe sur les péripéties de cette biographie. Quoi qu'il en soit, aidée par sa psychanalyste, elle se marie, et s'étant mariée, les choses vont d'abord, mon Dieu, assez bien. Mais nous avons, après un court espace de temps, retour, récurrence des accès mélancoliques. Et là, il se passe le merveilleux, qui nous est rapporté avec une sorte de satisfaction qui caractérise tels travaux psychanalytiques. C'est qu'elle a eu un beau-frère qui est peintre. Pour une raison qui n'est pas autrement éclaircie, la maison des 2 jeunes mariés est tapissée. Les parois des murs sont absolument couverts, en particulier dans une pièce, par les tableaux du beau-frère. Puis, à un moment, comme il semble que le beau-frère est un peintre de talent, on l'indique, mais on n'a pas d'autre moyen de le contrôler, il vend un de ses tableaux. Il le prend et l'emporte. Ceci laisse sur la muraille un espace vide. Cet espace vide se trouve jouer un rôle polarisant, précipitant sur les crises de dépression mélancolique qui repointent à ce moment dans la vie de la patiente. Elle en sort de la façon suivante. Un beau jour, elle se décide à « to daub a little », à dauber un petit peu, sur le mur pour remplir ce damné espace vide qui a pris pour elle une valeur cristallisante et dont, évidemment, nous aimerions mieux, avec une meilleure description clinique, savoir quelle a été, dans son cas, la fonction. Cela part de cet espace vide pour le remplir, à l'imitation de son beau-frère, d'une peinture qu'elle essaie de faire la plus proche possible des autres toiles. Elle va pour cela, nous dit-on, chercher chez le marchand de couleurs des couleurs, qui sont celles même de la palette de son beau-frère, et se met au travail avec une ardeur qui nous semble caractéristique d'un mouvement de phase qui est, lui, plutôt dans le sens dépressif. Et il en sort une œuvre. Le plus amusant, c'est que la chose étant montrée au beau-frère, son cœur battait d'angoisse devant le verdict du connaisseur, lequel se met, lui, presque en colère, disant « Vous ne me ferez jamais imaginer que c'est vous qui avez peint cela. » C'est un damné mensonge. Cette peinture a été faite par un artiste, non seulement expérimenté, mais par un vétéran. Le diable soit de votre histoire. Qui donc cela peut-il être? Je veux le savoir. On n'arrive pas à le convaincre et il continue à jurer que « Si c'est vous, dit-il à sa belle-sœur, qui avez fait cela, je veux bien, moi, me mettre à conduire une symphonie de Beethoven à la Chapelle Royale, bien que je ne connaisse pas une note de musique. » Cela nous est rapporté avec, semble-t-il, un manque de critique dans l'ordre de Louis Dire, qui ne manque tout de même pas de nous inspirer quelques réserves quant à cette sorte de miracle de la technique, qui mérite tout de même d'être soumis à quelques interrogations premières sur lesquelles nous aimerions bien être fixés. Peu importe pour nous. Ce dont il s'agit dans le cas, évidemment, pour Melanie Klein,
c'est d'y trouver la confirmation d'une structure qui lui semble ici illustrée d'une façon exemplaire et où vous ne pouvez manquer de voir à quel point elle coïncide avec cette sorte de plan central dans lequel je schématise topologiquement pour vous la façon dont la question se pose à propos de ce dont il s'agit, concernant ce que nous appelons ici la chose. Et comme je vous l'ai dit, la doctrine clanienne y met essentiellement le corps de la mère. Et, comme je vous l'ai également noté la dernière fois, les phases de toute sublimation, y compris des sublimations aussi miraculeuses que celle de cette accession spontanée, illuminative si l'on peut dire, d'une novice aux modes les plus experts de la technique picturale, elle y voit en même temps la confirmation et sans doute les formes qui lui évitent l'étonnement dans les traits de sujets qui ont été effectivement peints dans le dessein de remplir cet espace vide. C'est-à-dire toute une série de sujets parmi lesquels il y a d'abord une négresse nue, suivie d'une femme très vieille et dont on nous dit qu'elle manifeste en elle toutes les apparences de la charge des ans et de la désillusion, de la résignation inconsolable de l'âge le plus avancé, pour culminer à la fin dans une forme absolument éclatante, une sorte de renaissance, revenue au jour de l'image de sa propre mère dans ses années les plus éclatantes. Moyennant quoi, ces QFD, nous avons bien là, selon Mélanie Klein, la motivation, semble-t-il, suffisante de tout le phénomène. Ce que j'ai appelé son caractère amusant, c'est assurément ce qui nous est apporté ici concernant cette sorte de topologie où se placent les phénomènes de la sublimation. Assurément, vous devez sentir que nous restons quelque peu sur notre faim quant à ces possibilités mêmes. Donc, j'essaie, la sublimation, de vous en montrer les coordonnées exigibles pour que nous puissions épingler, qualifier, dans le registre de la sublimation, ceci. Que d'abord elle est essentiellement, comme je vous l'ai montré dans cet exemple, liée par un certain rapport avec ce que nous pouvons appeler la chose, avec la chose dans sa situation centrale, quant à la constitution de la réalité du sujet. Je vous ai indiqué la dernière fois, par ce petit exemple emprunté à la psychologie de la collection, quelque chose qui tend à illustrer le point de départ, ce en quoi nous allons essayer de situer, de faire concevoir que ce dont il s'agit dans la sublimation est tout d'abord, je vous l'ai illustré avec l'exemple des boîtes d'allumettes dont vous auriez tort d'espérer qu'il concentre en lui, qu'il soit vraiment au centre du sujet, qu'il puisse permettre de l'épuiser, encore que pourtant, vous allez le voir, il nous permet d'aller assez loin dans le sens de ce dont il s'agit. Cette transformation, en somme, d'un objet en une chose. C'est bien de cela qu'il s'agit. C'est dans ce phénomène, pourtant, la boîte d'allumettes, soudain, a une dignité qu'elle n'avait point auparavant. Il convient ici, naturellement, de vous dire que c'est une chose qui, bien sûr, n'est point pour autant la chose. La chose, si elle n'était pas foncièrement voilée, nous n'y serions pas dans ce mode de rapport qui nous oblige, comme effectivement tout le psychisme y est obligé, à la cerner, voire à la contourner pour la concevoir. Là où elle s'affirme, vous le verrez, elle s'affirme dans des champs qui sont ceux vers lesquels je vais vous diriger aujourd'hui, qui ne sont rien d'autre que des champs domestiques. C'est bien pour cela que les champs sont ainsi définis. Elles se présentent toujours comme unités voilées. Mais nous, dans notre topologie, comment allons-nous d'abord essayer de la définir de plus près,